Ce programme contient des scènes de reconstitution et des images susceptibles de heurter les jeunes téléspectateurs. Son contenu s'adresse à un public averti. En débouchant une canalisation à Redlands en Californie, des ouvriers font une découverte macabre. Mon râteau était plein de saleté. Quand je l'ai remonté, j'ai vu l'empreinte du haut d'un crâne. La police boucle tout le secteur. Ensuite, on a retrouvé des fragments de côte. La découverte de ce squelette plonge la petite ville dans la torpeur. Et pourtant, ces os ne sont qu'un début. C'est une histoire qui sort tout droit d'un film d'horreur. Les policiers et les ouvriers de la voirie de Redlands examinent avec attention les restes du squelette qui bloquait les égouts de la ville. On pensait que le squelette avait peut-être été placé là par des étudiants en médecine pour faire une blague. Aucune crypte avait été découverte et que les os avaient été déposés là. Les os avaient peut-être été extraits d'un cimetière 100 ans plus tôt. Et finalement, quelqu'un les avait jetés dans les égouts pour s'en débarrasser. Je pensais qu'il s'agissait peut-être d'un squelette conçu spécialement pour des cours de médecine, ce genre de choses. Mais je me suis vite rendu compte qu'aucun outil n'avait percé de trou dans les os. Ça réfutait ma théorie. Un expert confirme rapidement que les os sont bien des os humains. Les ouvriers ouvrent les bouches d'égout pour localiser la source. On a remonté cette canalisation de drainage jusqu'à son origine, plus haut, à l'endroit où aucun autre objet ne peut être déposé. Chaque regard fait en moyenne 1,80 m de diamètre et 1,80 m de profondeur, suivant son emplacement. On a soulevé plus de 300 plaques d'égout et on a vu des os, de plus en plus d'os, sur les rails latéraux de la canalisation. On a vérifié près de 1500 mètres et nettoyé sur 800 mètres. Ils ont dû bloquer la circulation pour qu'on puisse travailler. À l'extrémité de la canalisation, la police trouve ce qu'elle recherche. Quand j'ai soulevé la trappe pour regarder, j'ai trouvé la mâchoire. Enfin, une partie. Il restait quelques dents. Par chance, la mâchoire, ou plutôt la mandibule, était coincée sur un rebord de la bouche d'égout. Ils m'ont montré où elle était. Si elle était tombée plus bas, je ne suis pas certain qu'on l'aurait retrouvée. La mâchoire est une preuve essentielle car la dentition peut permettre l'identification des os. Quand on a examiné les premiers os retrouvés, on ne savait pas à qui ils pouvaient appartenir. Les dents semblaient être celles d'une personne âgée entre 13 et 17 ans. Les enquêteurs vérifient la liste des personnes disparues dans le secteur. Selon l'estimation de l'âge des dents, ils s'intéressent particulièrement aux adolescents et trouvent rapidement une piste. En passant devant la vitrine d'une agence d'assurance, on a vu la photo d'un garçon de Redlands, un certain Tristan Jensen. Un de mes collègues qui s'y connaît en matière de disparition m'a tout de suite dit « Je te parie que c'est lui ». La famille de Tristan Jensen, un garçon de 14 ans, a déclaré sa disparition 7 semaines plus tôt. Les enquêteurs rencontrent tout d'abord sa grand-mère. Les inspecteurs Elton et Brannen ont frappé à ma porte. Je leur ai dit, vous venez pour Tristan, c'est ça? La tante de Tristan déclare aux policiers qu'elle a pensé à son neveu quand elle a entendu la nouvelle. Je me souviens très bien. J'étais au volant pour aller au travail un matin et j'écoutais les informations à la radio. Je me rappelle exactement ce que le journaliste a dit. J'ai déjà entendu parler de squelettes dans le placard, mais jamais dans les égouts. Surtout ici, à Redlands. Eh bien, c'est arrivé. Des os ont été découverts et apparemment, ils ne viendraient pas d'un animal. Ça pourrait bien être des restes humains. Tout de suite, mon instinct m'a dit que ça pouvait être Tristan. Les membres de la famille se rappellent la dernière fois qu'ils ont vu Tristan. Il allait essayer son nouveau skateboard dans le parc d'à côté. Il était près de midi quand finalement il est venu me voir. Je lui ai demandé de ranger sa chambre. Mais il s'apprêtait à aller faire du skateboard, alors il est parti. Et il n'est jamais revenu.
Il a préféré prendre son skate et il est sorti en me disant « À plus tard ». Je lui ai juste répondu « À plus ». Ma mère était en colère. Elle voulait qu'il range sa chambre. Mais il est sorti quand même. Plus tard dans l'après-midi, Tristan n'était toujours pas rentré. J'ai pris la voiture pour essayer de le retrouver, mais rien. On a attendu, mais il n'est pas rentré ce soir-là. J'ai appelé ses amis, tous les gens que je savais qu'il connaissait. Au fond de moi, j'avais un très mauvais pressentiment. Il s'était passé quelque chose. Le lendemain, on a appelé la police. Les radios dentaires indiquent que les os sont ceux de Tristan, mais les enquêteurs ont besoin de preuves. Ils demandent l'aide de la famille du garçon. Pour en avoir le cœur net, il fallait un échantillon d'ADN. Les policiers avaient besoin d'un objet sur lequel ils trouveraient l'ADN de Tristan. On a cherché ses casquettes. Il les portait comme les joueurs de baseball pour essuyer la transpiration. Ça faisait 3 semaines qu'il était porté disparu. Donc tout son linge sale avait été lavé. On ne pouvait plus retrouver un seul cheveu dans ses vêtements. La grand-mère de Tristan retourne toute sa maison afin de trouver quelque chose qui porte une trace ADN de son petit-fils. C'est alors qu'un souvenir lui revient. Je me suis souvenu que quand il avait 12 ans, il a perdu sa dernière dent de lait. Je l'avais mise dans ma boîte à bijoux et j'avais oublié qu'elle était là. La dent de lait est expédiée au laboratoire d'analyse du comté de San Bernardino pour essayer d'en extraire l'ADN. L'agent du laboratoire a percé la dent et a pu en extraire de la pulpe dentaire et donc un ADN. Les tests confirment ce que la famille redoute le plus. Le squelette découvert dans les égouts est bien celui de Tristan. On n'arrêtait pas de leur demander s'ils étaient sûrs que c'était bien lui. Mais il n'y avait aucun doute. Ça ne pouvait être que lui. La douleur est immense, mais il faut vivre avec. Ça fait très mal. C'était affreux, vraiment horrible. Mon meilleur ami nous avait quittés. Même si c'était très douloureux, au moins on l'avait retrouvé. Et on savait que c'était lui. On n'avait plus à chercher. Si les recherches pour retrouver Tristan s'arrêtent, la quête de la vérité ne fait que commencer. Comment ce jeune garçon est-il mort? Comment son corps a-t-il pu finir dans les égouts de la ville de Redlands? Les tests ADN confirment que les restes humains retrouvés dans les égouts de Redlands sont ceux de Tristan Jensen. Les os sont envoyés au bureau du médecin légiste pour être analysés. On nous demande de contacter le médecin légiste dès qu'on a une personne décédée. Peu importe comment elle est morte ou d'où elle vient, le médecin doit toujours être appelé. Leur travail est d'examiner les os et de relever toutes les preuves qui pourraient indiquer un traumatisme. L'état des os rend les analyses difficiles. La cause de la mort restait indéterminée à cause de l'état de décomposition avancé. Les os étaient dans un tel état qu'il n'y avait plus aucun tissu dessus. Ils étaient devenus squelettes, sans aucune matière vivante. C'était incompréhensible. Comment un corps pouvait-il se transformer en squelette aussi rapidement? On s'est dit que les gaz des égouts devaient sûrement avoir accéléré le processus de décomposition. Les gaz des égouts sont un mélange toxique et corrosif de produits chimiques versés dans les canalisations. Nous sommes venus à la conclusion que tous les nettoyants chimiques, tous les différents types d'acides qui sont déversés dans les canalisations des maisons et qui circulent dans les égouts ont accéléré la disparition des chairs sur les os. Cependant, les enquêteurs n'arrivent toujours pas à comprendre comment le corps de Tristan a pu se retrouver à l'intérieur d'un réseau d'égouts fermés. En général, quand on pense aux égouts, on pense à un collecteur d'eau de pluie dans lequel il aurait pu tomber. Mais le collecteur ne fait pas partie des égouts, qui sont, eux, un réseau fermé. Le réseau des égouts est prévu pour récupérer les eaux usées des immeubles, des maisons, des magasins ou encore des restaurants.
Il n'est fait que pour ça. L'eau de pluie ne se déverse pas dedans, jamais. Tristan était un garçon de petite stature. S'il était descendu dans la bouche d'égout, il aurait eu beaucoup de difficultés à repositionner la plaque pour s'y enfermer. Il est impossible qu'un os humain de cette taille se retrouve dans les égouts après être passé par les canalisations d'une maison, sauf s'il a été déposé volontairement dans une bouche d'égout. Les policiers sont maintenant persuadés que Tristan Jensen a été assassiné. Le meurtrier a essayé de se débarrasser de son corps. La plaque d'égout a été soulevée et le corps a dû être déposé dans le trou d'homme. La nouvelle se répand dans la ville et les résidents sont sous le choc. Ça a été une rude épreuve pour les habitants. On est ici dans une petite ville tranquille avec beaucoup de retraités. Ce genre de choses n'arrive presque jamais. La criminalité est très faible. Ça m'a beaucoup touché. J'avais des enfants du même âge. Ça aurait pu être mon fils ou n'importe quel autre enfant de la ville. Les habitants commençaient à montrer beaucoup d'inquiétude. Ils se disaient qu'un tueur rôdait peut-être autour des enfants et se débarrassait des corps dans les égouts. Selon les proches de Tristan, personne ne lui voulait du mal. Je ne voyais pas qui aurait pu vouloir lui faire du mal. On a beau réfléchir, ça reste incompréhensible. Il avait énormément d'amis. C'était le genre de personne qui avait le don d'attirer les autres, de leur donner envie d'être avec lui. Il avait gagné le prix musical le plus prometteur que son collège pouvait distribuer. Il était vraiment doué. Il se faisait tout le temps de nouveaux amis. Tout le monde l'appréciait. Je ne connais personne qui ne l'aimait pas. Tous les profs l'adoraient. Pourtant, le passé de Tristan n'a pas été facile. Il a traversé des moments difficiles étant petit, le plus douloureux étant de perdre sa mère. Elle s'est battue contre le cancer pendant 4 ans, avec des séjours répétés à l'hôpital et de nombreuses opérations. Il a vu sa mère, une femme absolument magnifique, dépérir peu à peu à cause de la maladie. Après la mort de sa mère, Tristan s'est retrouvé seul. Son père était à la prison de Chino à ce moment-là. Tristan est allé vivre chez sa grand-mère. Sa tante et ses 2 cousins habitaient juste à côté. Quand il a eu 13 ans, il s'est installé chez nous. Pour moi, c'était une des meilleures choses qui puisse arriver, parce qu'il pouvait rester avec nous tout le temps. Les enquêteurs espèrent trouver une piste en interrogeant les amis et les voisins de Tristan. Tout d'abord, il fallait chercher qui aurait pu croiser le chemin de Tristan, qui aurait eu un mobile ou une raison pour se débarrasser de lui dans les égouts. Les policiers recherchent des indices à son domicile. Ils ont saisi son ordinateur et toutes les affaires d'école de Tristan. Ses livres, ses cahiers, ses devoirs, ils ont tout consulté, tout ce qui pouvait les mettre sur la voie d'un possible suspect. Je me souviens, ils m'ont demandé si je reconnaissais des vêtements à lui sur des photos. Ils me montraient des photos qui pouvaient faire progresser l'enquête. En l'absence de pistes et de suspects, les enquêteurs se concentrent sur la bouche d'égout où la mâchoire de Tristan a été retrouvée. La mandibule a été découverte dans la partie supérieure de la bouche d'égout. Elle était sur un rebord en béton qui se trouve à 5 ou 8 cm au-dessus du fond du regard. Étant donné que l'os reposait sur le rebord de ce regard, les enquêteurs pensent que c'est ici que le corps a été jeté. Il se trouve dans une rue peu passante. La rue est une impasse. Elle est donc un peu à l'écart, loin de la vue de tous. Tandis que les policiers interrogent le voisinage, un garçon de 15 ans vient leur donner une information. Ce grand jeune homme est venu droit vers moi pour me dire qu'il avait vu une camionnette la veille au soir garée juste là. D'après lui, ils ont touché à la bouche d'égout. Il a donné une description assez générale de la camionnette. Il a dit que ça devait être un modèle des années 70 ou 80 de couleur sombre. Il a dit avoir vu des gens d'origine hispanique descendre dans le trou. Ils ont soulevé la plaque, déposé quelque chose et sont repartis. La police frappe à toutes les portes en espérant glaner plus d'informations. Souvent, les voisins remarquent quelque chose qu'ils trouvent suspect.
Et puis après, ça leur sort de l'esprit. Ce n'est qu'une fois interrogés qu'ils se souviennent et racontent ce qu'ils ont vu d'inhabituel dans leur voisinage. Mais personne n'a vu de camionnette, ni remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Après vérification, la police a conclu qu'aucune camionnette rouge n'était passée par là. Personne d'autre ne l'avait vue. En revanche, les voisins connaissent bien le jeune qui a parlé de la camionnette. Il s'appelle J.P. Remsen. On a rencontré plusieurs témoins qui ont déclaré avoir vu J.P. Remsen tourner autour des bouches d'égout ces dernières années. Les résidents ajoutent que Remsen est un adolescent à problème. Ils ont dit qu'il s'amusait à allumer des pétards dans les égouts. Les enquêteurs se demandent alors si J.P. Remsen leur a dit la vérité quant à la camionnette. Saurait-il quelque chose concernant le meurtre de Tristan? Dans la rue où le corps de Tristan aurait été jeté dans les égouts, les voisins mentionnent aux policiers la présence d'un adolescent au passé tumultueux. Certains voisins ont même dit l'avoir vu utiliser un animal. Il faisait exploser des pétards accrochés à un chat. Les enquêteurs se souviennent de J.P. Remsen lors de leur première visite. Déjà, son comportement leur avait paru étrange. JP était très curieux de savoir comment nous menions notre enquête, comment nous interrogions les voisins. En quelque sorte, il suivait l'enquête pas à pas et il allait demander aux habitants du quartier ce qu'ils avaient dit à la police. Ce comportement était déjà, en lui-même, un signe avant-coureur. Le jardin de JP se trouve juste à côté de l'égout où la mâchoire de Tristan a été retrouvée. Les policiers décident de rendre visite à la famille Remsen. J'étais avec l'inspecteur Elton. Et quand on s'est approché de l'entrée, on a repéré une caisse et des couteaux posés près de la porte. En attendant qu'on vienne nous ouvrir, j'en ai pris note. C'est M. Remsen, le père de JP, qui a ouvert la porte. Dans un premier temps, il nous a affirmé ne pas être au courant des jeux ou des diverses activités observées autour des bouches d'égout. Il ne semblait rien savoir. Le père de JP leur dit que son fils n'est pas encore rentré de l'école. Le père a dit que son fils rentrerait plus tard. Les policiers lui ont donné quelques précisions, mais il avait l'air de s'en moquer. Quand je suis revenu plus tard dans la journée pour interroger JP, les couteaux avaient disparu. Ça m'a semblé étrange. Quand les policiers reviennent, le père leur présente son fils, JP. Avant de le rencontrer, on m'avait prévenu qu'il était costaud. Quand je l'ai vu, je me suis rendu compte qu'il était presque aussi grand que moi. Il fait plus d'1m80 et je fais 1m85. Il m'a dit qu'il pesait 125 kilos. Son père étant assis près de lui, JP hésite à répondre aux questions. Il a dit ne pas connaître la victime. Il n'avait aucune idée de qui était Tristan Jensen. Il ne l'avait jamais rencontré. Il nous a bien confirmé avoir vu une camionnette s'arrêter dans la rue quelques semaines plus tôt, puis repartir. Ça nous a semblé très suspect. En fait, il nous faisait comprendre que d'autres personnes traînaient autour des bouches d'égout. Les enquêteurs ont l'impression que quelque chose ne tourne pas rond chez la famille Remsen. Ils décident de fouiller plus en profondeur. Les parents de JP étaient tout ce qu'il y a de plus banal. Le père était banquier, la mère travaillait comme infirmière dans un hôpital des environs. Au premier abord, ils avaient l'air d'une famille ordinaire. Mais les apparences cachent une image bien différente. Quand on a interrogé les voisins, on a appris que M. Remsen était connu pour, à défaut d'un meilleur terme, fabriquer des feux d'artifice chez lui, dans son garage plus précisément. Posséder des feux d'artifice et en fabriquer dans son garage est illégal à Redlands. Les policiers s'alarment, d'autant plus que les rapports scolaires contredisent la déclaration de JP qui affirmait ne pas connaître Tristan. On a découvert que JP connaissait la victime, car ils avaient eu un différend à l'école quelques mois auparavant. Ils suivaient les mêmes cours. On savait donc que JP avait menti lors de son premier interrogatoire quand il avait dit ne pas connaître la victime. Persuadés que les Remsen cachent quelque chose, les enquêteurs obtiennent un mandat pour fouiller leur maison.
Le mandat de perquisition permettait deux recherches distinctes. L'une pour l'enquête sur les engins explosifs, l'autre pour celle de l'homicide de Tristan Jensen. Le résultat de la perquisition est immédiat et déroutant. Il y avait de nombreuses traces de sang, un peu partout dans la maison. Mais avant que les preuves puissent être examinées ou prélevées, la perquisition est brutalement arrêtée. Entre autres choses, ils ont trouvé de la nitroglycérine dans le garage. Quand j'ai contacté l'inspecteur responsable de la perquisition en cours au domicile des Remsen, il m'a dit qu'il avait trouvé de nombreuses preuves, mais qu'il risquait de tout perdre car la maison allait exploser. Les Remsen n'étaient pas que de simples amateurs de feux d'artifice. Leur garage était rempli d'explosifs dangereux. On allait perdre toutes les preuves s'ils ne parvenaient pas à maîtriser la situation. La maison est immédiatement évacuée. C'était particulièrement impressionnant à voir. Ils avaient bouclé un périmètre de 5 pâtés de maison autour de la zone. Les gens étaient alignés de chaque côté de la rue. Il y avait beaucoup de monde. Les gens montaient sur les camions de télé pour prendre des photos. Si un incendie s'était déclaré dans cette maison, il se serait propagé aux maisons voisines. Les produits étaient instables. Ils auraient pu faire exploser la moitié du quartier. Pour les enquêteurs, la situation est critique. Une explosion ou un incendie pourrait effacer toutes les preuves cruciales et laisser un tueur potentiel en liberté. Les soupçons sur la famille Remsen continuent de s'accumuler. La perquisition de leur domicile révèle de choquantes traces de sang et toute une réserve d'explosifs dangereux. Le service du shérif n'avait jamais vu une chose pareille. Ils ont immédiatement ordonné l'évacuation du quartier et ont fait appel à d'autres experts pour analyser les explosifs afin de déterminer leur niveau de stabilité. Quand on trouvait quelque chose qui nous semblait fortement suspect, on s'arrêtait et on demandait aux démineurs de venir pour l'analyser. Alors bien sûr, il fallait que tout le monde s'éloigne. Les autorités sont obligées d'évacuer la maison. La plupart des produits avaient cristallisé et étaient devenus instables, car ça faisait un bon bout de temps qu'ils étaient dans ce garage. Afin de conserver à tout prix les traces de sang, les enquêteurs demandent l'aide du service de déminage. La police de Redlands nous a demandé de sécuriser la zone. Les enquêteurs voulaient que l'on repère et protège des traces de sang qui avaient été localisées sur une porte. On a décroché la porte et on l'a donnée à la police scientifique de Redlands, à l'agent Rick Dysart. On savait qu'on avait trouvé au moins une preuve physique solide qui nous permettrait de reconstituer le fil des événements. Il y avait du sang, donc des échantillons d'ADN qu'on allait pouvoir analyser. Même si on perdait tout ce qui restait dans la maison, on avait au moins cette porte qui pourrait nous permettre de résoudre l'enquête. La situation est de plus en plus dangereuse. Les démineurs ordonnent l'évacuation de toutes les habitations du secteur. Il y avait une glacière près de la porte du garage dans laquelle nous avons trouvé ce qu'on appelle des Kinepak. Ce sont des tubes en plastique remplis de nitrate d'ammonium. Ils sont conçus pour être utilisés comme un explosif à 2 composants. Quand on les assemble, on obtient de la dynamite. Les experts déclarent que les explosifs sont trop volatiles pour être déplacés. Les démineurs ont dû faire exploser certains produits sur place, car il aurait été trop dangereux de les manipuler. Ils ont creusé un trou dans le jardin et ont fabriqué une sorte de petit bunker dans lequel ils ont procédé aux explosions. Partout dans la ville, on pouvait entendre les explosions. Toutes les 10 ou 15 minutes, on en entendait une nouvelle. Ça n'arrêtait pas. Et puis il y avait les hélicoptères qui tournoyaient, les véhicules de déminage et une foule de gens. Une fois le garage débarrassé des explosifs, les enquêteurs retournent dans la maison et en découvrent davantage.
Ils sont allés dans la cuisine et ont trouvé des produits entreposés à l'intérieur du réfrigérateur. Ils ont appelé le service de déminage de Los Angeles, qui est arrivé rapidement. La maison est évacuée une seconde fois. Les démineurs sont arrivés de Los Angeles, toutes sirènes dehors et leurs gyrophares allumés. Ils ont un appareil spécifique qui se trouve sur une remorque. Ils peuvent y déposer le produit et en faire exploser une grande quantité de façon plus sûre. L'ensemble des produits explosifs que nous avons sortis de ce domicile, et je ne parle pas seulement des explosifs, mais aussi des éléments pyrotechniques, des produits chimiques, des explosifs puissants et du nitrate d'ammonium qui était à forte teneur explosive, ça devait avoisiner les 500 kilos. Après avoir fait exploser tous les produits dangereux, les parents de J.P. Remsen sont placés en détention. Les deux parents de JP ont été arrêtés et inculpés pour possession de produits explosifs, mise en danger d'un enfant et détention d'armes semi-automatiques retrouvées dans leur maison. Les experts scientifiques peuvent enfin fouiller la maison en toute sécurité. Nous avons d'abord découvert du sang dans l'entrée. Il y avait des gouttes qui avaient été projetées. Des petites gouttes qui avaient dû tomber d'un objet couvert de sang. On a pu observer une traînée de sang qui partait du haut des escaliers vers l'entrée et jusqu'au garage. Ils ont localisé des traces de sang sur la moquette des escaliers qui descendaient jusqu'au sous-sol de la maison. Il y avait des taches de sang sur les murs, à peu près à 1,20 m du sol, et beaucoup de sang sur la porte qui mène au garage. Quand on est entré dans le garage, on n'en croyait pas nos yeux. On a vu une grosse tache de sang sur un tapis. Quand on l'a soulevé, il y avait une flaque de sang séché. La grande quantité de sang suggère une lutte violente. À deux endroits différents dans le garage, il y avait des traces qui indiquaient que la victime avait été frappée ou poignardée. 10 semaines après le meurtre, les traces sont encore visibles à l'œil nu. Normalement, sur une scène de crime, on utilise toutes sortes de choses fluorescentes. On fait des prélèvements de sang. Mais là, c'était pas nécessaire. Les éclaboussures de sang qui se trouvaient sur les murs dans le garage n'ont jamais été nettoyées. On était vraiment interloqués. On se disait, waouh, c'est encore là. Après tout ce temps, on aurait pu penser qu'ils auraient essayé de tout nettoyer. Pendant que la scène de crime est analysée, les enquêteurs interpellent J.P. Remsen à l'école. Avec l'inspecteur Brannan, on s'est rendu à l'école parce qu'on voulait réinterroger JP. Remsen est alors le suspect principal dans l'enquête sur le meurtre de Tristan Jensen. On lui a demandé s'il voulait bien nous suivre pour une conversation en tête-à-tête. Il a accepté. Est-ce que Tristan est déjà venu chez toi? Non. Il n'est jamais venu? Pas une seule fois. Est-ce que tu aurais quelque chose qui appartiendrait à Tristan chez toi? Non, rien du tout. J'ai rien. Remsen commence par nier toute implication dans la mort de Tristan. Tu nous racontes des mensonges. Tu essaies de nous diriger sur une autre piste pour nous empêcher de découvrir certaines choses. C'est pas parce que je l'aimais pas que je voulais sa mort. Ok? Ça me fait beaucoup de peine. Je suis désolé pour sa famille. Ça n'aurait pas dû arriver. Mais non, moi, je peux pas tuer quelqu'un comme ça, de sang-froid. Je pourrais pas. Après des heures d'interrogatoire, JP admet enfin que Tristan était chez lui le jour où il a disparu. Il raconte aux enquêteurs une histoire d'accident. Il avait le couteau dans la main. Il m'a dit qu'il avait de l'argent. Et il m'a demandé s'il pouvait me l'acheter. Il a décrit comment ils avaient commencé à se battre. Tristan serait tombé dans les escaliers et c'est pendant sa chute qu'il serait tombé sur le couteau, ce qui aurait provoqué sa mort. Les policiers ne croient pas la version de JP. Si ça s'était vraiment passé comme ça, si Tristan était tombé sur le couteau, JP aurait appelé les secours, il aurait cherché de l'aide ou il aurait appelé la police. Finalement, après des heures d'interrogatoire, JP avoue le meurtre.
Tous les mensonges qu'il avait racontés ont finalement prouvé qu'il était responsable. Alors quand il a été confronté pendant l'interrogatoire, il a finalement avoué que la victime n'était pas tombée sur le couteau, mais qu'il l'avait poignardé au cours d'une violente dispute. Il lui a porté 2 coups à la poitrine. Les enquêteurs demandent à Remsen de leur raconter le meurtre étape par étape. En fait, ils lui ont demandé s'il pouvait rejouer la scène pour qu'il puisse l'enregistrer. JP a accepté. On a donc fait une vidéo de reconstitution en le ramenant sur la scène du crime pour qu'il nous montre exactement comment il avait tué Tristan. Avec une absence d'émotion déconcertante, JP Remsen rejoue méthodiquement les derniers instants de Tristan Jensen. J'ai retiré le couteau, il s'est écroulé. Lors de son étonnante confession, le jeune JP Remsen, âgé de 15 ans, avoue avoir tué son camarade de classe, Tristan Jensen. Il accepte de fournir aux enquêteurs les détails reconstitués du meurtre. J'étais juste ici quand il s'est avancé, je l'ai trouvé là. Dans la maison, Remsen déclare que Tristan voulait lui acheter un couteau. JP nous a dit qu'il collectionnait les couteaux. Il en avait de toutes sortes à la maison. La victime, d'après lui, voulait lui en acheter un en particulier. JP explique que Tristan voulait acheter un Arkansas Toothpick, un couteau de 45 cm de long, avec une lame fine. Il voulait en donner $20 et la dispute aurait commencé à cause du prix. D'après JP, c'est au cours de cette dispute que Tristan aurait traité JP de sale. Je lui ai dit, tu vas bien répéter ce que tu viens de dire. Et comme je le tenais et que j'avais le couteau dans la main, à ce moment-là, je lui ai donné un coup. Puis j'ai retiré le couteau et je l'ai poignardé une 2e fois. Il lui a totalement transpercé la poitrine avec le couteau, puis il l'a retiré, et il lui a enfoncé de nouveau au maximum pour être sûr de le tuer. Donc il est tombé par ici, c'est ça? Ouais. Selon JP, l'agression s'est déroulée à l'étage intermédiaire de la maison qui compte 3 niveaux. Il a ensuite traîné Tristan jusqu'au garage. Il a dit qu'il pensait avoir ouvert la porte donnant au garage avec la main gauche pour pouvoir entrer. Il a déposé le corps par terre, sur le tapis. Après ça, il a transporté le corps dans le jardin de derrière. Il l'a fait tomber de l'autre côté du mur, dans les buissons. Il a laissé le corps dans les buissons. Là, personne ne pouvait le voir. Ensuite, il a attendu le bon moment. Il a eu de la chance que personne ne l'ait vu. JP réussit à transporter le corps en pleine journée, sans être vu. On pense que le meurtre a eu lieu vers 10h30 du matin. Autour de 11h30, il a tenté sa chance et il est allé jeter le corps dans la bouche d'égout. Personne ne l'a vu. Tout ce qu'il nous a raconté par rapport à l'itinéraire qu'il a pris pour transporter le corps est totalement en adéquation avec les preuves retrouvées sur place. Il a commencé à nous dire la vérité sur ce qui s'était passé. Ses déclarations étaient en accord avec les preuves sur la scène de crime. Les éclaboussures de sang, l'emplacement des objets et des preuves. C'est ici qu'il a été poignardé. Il y avait du sang par ici. Les enquêteurs s'étonnent qu'en si peu de temps, JP ait pu à la fois commettre le crime et faire disparaître le corps. Il s'est débarrassé du corps avant que sa mère ne rentre du travail et il avait nettoyé une partie du sang. Il a réussi à faire tout ça en 4 heures à peu près. On a essayé de savoir si les parents étaient au courant du meurtre. Le père a accepté de se soumettre au détecteur de mensonges, sans résultat. La mère a refusé. Nous n'avions aucune preuve matérielle qui indiquait leur complicité. Remsen a fait croire à ses parents que leur chien s'était battu. Il m'a raconté avoir appelé sa mère au téléphone à son travail. Il lui a raconté que leur chien avait commencé à se battre violemment et que l'un d'eux avait saigné. Il savait déjà ce qu'il allait dire pour couvrir ses arrières, au cas où sa mère aurait découvert du sang. Toutes les preuves médico-légales confirment les aveux de JP. Cependant,
certaines questions demeurent sans réponse pour la police scientifique. D'après J.P. Remsen, il n'aurait rien retiré du corps de la victime, à part ses chaussures. Pendant l'interrogatoire, il m'a dit que si on avait fouillé la maison, on les aurait trouvées. Elles étaient très certainement dans un coin de sa chambre, la chambre de J.P. Pourtant, les vêtements de Tristan sont retrouvés dans le jardin. On fait appel aux chiens détecteurs de cadavres sur les scènes de crime pour trouver des indices qui sont soit enterrés, soit cachés. Dans ce cas-ci, le chien nous a menés à un endroit le long de la maison où on a retrouvé des vêtements carbonisés. Les vêtements brûlés comprenaient un pantalon, une chemise et une ceinture en tissu avec une boucle. Ces articles ont été identifiés comme appartenant à la victime, à Tristan. Je me suis dit qu'il y avait sûrement autre chose dont il ne voulait pas parler, qu'il ne voulait pas expliquer. Il s'est passé autre chose dans le garage, mais il refusait d'en parler. Toutes les éclaboussures de sang laissent les criminologues supposer que J.P. a dépecé le corps. Nous avons repéré une scie sur un établi dans le garage, sur laquelle il y avait quelque chose qui ressemblait à du sang. Alors on l'a envoyée au laboratoire pour qu'elle soit analysée. C'était en effet du sang, mais apparemment il provenait d'un animal. On ne saura jamais ce qui s'est passé, mais qu'il ait réussi ou non, je reste persuadé qu'il a tenté de dépecer sa victime. J.P. Remsen est inculpé pour meurtre au premier degré. La famille de Tristan peine à croire que ce soit lui le meurtrier. On pensait que le meurtrier serait une sorte de prédateur, un tueur d'enfants, un SDF ou je ne sais quoi. On m'a dit que c'était J.P. Remsen, un de ses camarades d'école de 15 ans. C'était comme si le monde s'arrêtait de tourner. Je n'en croyais pas mes oreilles. Quoi? C'était un jeune voyou qui avait fait cette horrible chose à mon neveu? Un gamin de 15 ans? C'était presque plus incroyable que le crime lui-même, de savoir qu'un garçon si jeune puisse faire ça. Mais Brandon, le cousin de Tristan, se souvient que Remsen était un garçon à problème. Il était anormal est le seul mot qui me vient à l'esprit. Il était bizarre, violent, il parlait fort, il n'était pas sympa. Comme il était très costaud, il embêtait tout le monde. Remsen est jugé au même titre qu'un adulte. Autant l'accusation que la défense acceptent un procès sans jury. Seul le juge décidera du verdict. Les preuves étaient là, il avait avoué. La seule chose qu'un jury pouvait déterminer, c'était la gravité du meurtre. J'avais assez de faits pour établir le premier degré. Alors je pensais m'en sortir honorablement devant un juge de la Cour supérieure. On a choisi un procès sans jury. L'une des raisons était son âge. Il n'avait que 15 ans. On pensait que le fait d'être jugé comme un adulte, alors qu'il était encore mineur, aurait pu influencer le jury, qui aurait montré une certaine compassion. Le procès dure 6 jours. Je suis arrivé dans la salle d'audience et je l'ai vu, là, assis sur une chaise à quelques centimètres. À ce moment-là, on pense à plein de choses. On se dit, c'est vraiment lui la dernière personne qui a vu mon cousin vivant. Il est bien là. C'était comme si on voyait un monstre. Un monstre inhumain assis là. C'était un grand costaud. Un gros monstre. Il n'a rien dit. Il n'a pas versé une seule larme. Il n'a montré aucun remords. Il ne semblait pas regretter ce qu'il avait fait. Tout le monde sait ce qu'il a fait. Ce type est tout simplement quelqu'un de mauvais. Au cours des témoignages, l'accusation énumère toute une série de conflits entre les deux garçons. Tristan avait beaucoup de copines, et ses filles n'aimaient pas J.P. Elles préféraient Tristan. Il était sûrement jaloux de Tristan, et il s'est dit que s'il disparaissait, il aurait la voie libre. Quand J.P. apporte de l'alcool au collège, un nouveau conflit éclate. On a appris que la victime avait prévenu l'administration du collège que J.P. avait rapporté de l'alcool dans l'établissement, ce qui lui a valu des ennuis. On pense que J.P. a commencé à haïr Tristan à partir de cet incident. À mon avis,
Tout a commencé à cause de l'incident avec l'alcool et du fait que les deux garçons aimaient la même fille. Le 26 avril 2000, le juge annonce le verdict. Il déclare JP coupable de meurtre au second degré. Ce n'est pas le verdict qu'espérait la famille. J'ai le plus grand respect pour le juge de cette affaire. C'est un très bon juge et il en a décidé autrement. Il a pensé que les faits correspondaient à un meurtre au second degré et non au premier. Je le respecte, mais je n'adhère pas à cette décision. Je suis toujours persuadé que c'est un meurtre au premier degré. Comment penser qu'il s'agissait d'un meurtre au second degré? Ce n'était pas un homicide accidentel. Il n'est pas tombé sur le couteau en glissant. C'était rien d'autre qu'une agression brutale. JP Remsen est condamné à la perpétuité avec une période sûreté de 15 ans. Il aura droit à la liberté conditionnelle après 7 ans. C'est la loi pour cette condamnation. Il va rester en prison un moment et on sera là pour assister à son audience. À la fin du procès, la famille est soulagée de savoir Remsen derrière les barreaux. J'ai toujours peur qu'il puisse ressortir. Je n'ai pas peur pour moi-même, mais je crains pour n'importe qui d'autre. Pour n'importe quel enfant. C'est sûr, il pourrait recommencer. L'accusation est persuadée que Remsen a eu un accès de violence qui peut ressurgir. Ce genre de personnes commence avec des cibles vulnérables, comme des animaux, et puis il continue avec des êtres humains. Pour moi, il correspondait au modèle typique d'un futur serial killer. Ce garçon est un serial killer, même s'il n'a tué qu'une seule personne. Malheureusement, il a tué mon neveu, mais heureusement, il a été arrêté. Je pense qu'il pouvait devenir un tueur avisé. Au cours de leur procès, les parents de JP plaident coupables de possession d'armes. Son père est condamné à 2 ans de prison et sa mère à 3 ans de liberté surveillée. La famille de Tristan souhaite rendre hommage à la police de Redlands. La police a été formidable. Mike Ramos a été fantastique. Il s'est montré bienveillant et toujours très doux avec nous. Il a su comment gérer cet événement absolument terrible. La gentillesse de la police et leur formidable travail m'ont donné envie de travailler dans les forces de l'ordre. J'aimerais devenir enquêteur et pouvoir aider les gens à mon tour. Ce qui s'est passé a été horrible, mais c'est bien de savoir qu'à la fin, le coupable est puni. La commémoration donnée en l'honneur de Tristan attire une foule impressionnante. Il y avait des centaines et des centaines de personnes venues pour lui rendre hommage. Des gens de tous horizons qui se sont déplacés en sa mémoire et pour soutenir sa famille. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était une très belle cérémonie. Les gens avaient tous des mots gentils pour Tristan. Il était très aimé.